Donc on a commencé à chercher des enfants ailleurs. Alors moi j'ai une hypothèse tout à fait de bon sens et tout à fait plausible pour savoir ce que ces enfants devenaient. Et ben à mon avis, alors d'abord, ceux qui étaient envoyés, qui se faisaient embarquer à Toulon, il y avait certainement des trafics d'esclaves en direction de l'Arabie. Ça, alors là, je suis absolument persuadé de ça. Mais il y avait en direction des îles aussi. Hein. Ah ouais? Ah bah l'esclavage des nègres, c'était de plus en plus cher. Ah ouais? C'était beaucoup moins rentable que ça avait été. Et alors il y avait un monsieur qui s'appelait Pierron de Chamousset qui est présenté dans le catalogue de la Bibliothèque nationale comme philanthrope. C'est bien, marqué dans Bibliothèque nationale, Pierron de Chamousset, philanthrope. Bon. Et Voltaire, il dit que c'est un philanthrope, c'est un des grands esprits pas des grands esprits, un des grands cœurs, un grand esprit généreux de son siècle, bienfaiteur de son siècle. Et Diderot, dans l'encyclopédie, dit qu'il faut regarder les analyses de Pierron de Chamousset, c'est vraiment un type très bien. Alors j'ai lu la prose de Pierron de Chamousset, et ben, il disait que il fallait, l'esclavage étant ce qu'il était, il fallait revendre les esclaves, revendre, et revendre, il n'a jamais dit qu'il fallait les libérer, revendre les esclaves et les remplacer au fur et à mesure qu'on les revendrait par des enfants pris dans les hôpitaux. C'est-à-dire qu'en fait le truc c'est d'avoir de la main-d'œuvre gratuite pour les colonies. Ah carrément. Ah bah tiens. Ah ouais, donc... Alors les colonies c'était quoi? Bah, c'était des gens qui allaient en faisant suer le burnou, enfin bon, tout le trafic d'esclaves, on sait très bien que c'était des entrepreneurs qui tuaient à la tâche des malheureux, mais les malheureux... C'était des grandes entreprises derrière, la Compagnie des Indes, des compagnies. Absolument, mais ce que je veux dire c'est que bon, le racisme des blancs c'est aussi bien. C'était pas parce qu'ils étaient noirs qu'ils étaient bons à la tâche, c'est simplement parce que, je veux dire, il faut regarder l'exploitation humaine pure et dure, elle se fout de la couleur. Hein. Donc aller enlever des enfants dans les hôpitaux, bah pourquoi pas, hein. Et la parution de la théorie de Pierron de Chamousset et tous ces trucs-là, tout ça c'est en même temps, c'est concomitant. Il avait un autre truc, Pierron de Chamousset, c'est extraordinaire, parce que c'était vraiment un grand philanthrope. Il expliquait qu'il y a autre chose qu'on pourrait faire avec ces enfants des hôpitaux. On pourrait les mettre dans des familles à la campagne, en s'assurant que ces familles ne s'y attacheraient pas. Alors, je ne sais pas comment on peut s'y attacher. Hein. Alors, je ne sais pas comment on peut s'en assurer, parce qu'on n'est jamais à l'abri de l'amour. Ça peut tomber sur n'importe qui. Mais enfin bon, il se disait, en tout cas le calcul était le suivant, on va les mettre ces enfants à la campagne, et quand il y aura, on va convaincre les paysans de s'occuper de ces enfants, en leur disant que quand il y aura le tirage de la milice, c'est-à-dire quand il faudra tirer au sort pour aller à la guerre, voilà. Au lieu d'envoyer leur fils, on enverra le gamin qu'ils auront élevé. C'est pas bête, hein. Voilà. Merci pour eux. Et alors il explique aussi qu'il y a un truc, il y a une expérience qui a montré que si on élève des enfants dans l'esprit que la mort c'est bien, que ça peut être joyeux et que se battre finalement, tout ça c'est très bien, on pourrait en faire d'excellents soldats qu'on pourrait envoyer se faire tuer dans l'allégresse. Alors il dit, le paysan ne pourra pas faire ça avec ses enfants, mais avec les enfants d'un autre qu'il aura élevé, après tout on doit pouvoir. Et il avait rêvé d'un truc, moi j'ai entendu, je n'ai pas lu Adolf Hitler, hein, je suis désolé, ça manque certainement ma culture, mais enfin j'ai entendu parler des jeunesses hitlériennes. Hein, c'est-à-dire qu'on prenait des jeunes, on les prenait suffisamment jeunes, et puis on les conditionnait pour en faire des brutes à tuer. Eh bien c'est dans Pierron de Chamousset. C'est-à-dire que si Hitler a lu Pierron de Chamousset, c'est forcément ça qui l'a inspiré pour faire ces jeunesses hitlériennes. C'est-à-dire, on va prendre des enfants qui ne seront aimés de personne, qui ne tiendront à rien, on va en faire des bêtes à tuer. Ça s'appelle les Lumières, il paraît. En tout cas, Pierron de Chamousset est recommandé par Voltaire et recommandé par Diderot, dans l'encyclopédie. Alors là, quand j'ai lu ça, je vais me dire, là, j'y croyais pas. Puis c'est comme ça, j'ai tiré sur le fil et toute la plotte est venue, hein, pour ce qui concerne l'inhumanité et l'anti-humanisme et la saloperie des Lumières, c'est vraiment là que je l'ai découvert. C'est insensé, quoi. Alors, est-ce qu'il est exact que Diderot et Voltaire étaient actionnaires justement de la Compagnie des Indes et profitaient justement de la traite négrière? Alors Diderot, je ne le dirais pas parce que j'en sais rien. Voltaire, oui, c'est évident. Oui. D'accord. Ouais, c'est évident. Parce que ça, c'est une grande information qui est des fois contestée par certaines personnes qui disent non, c'est faux et tout. Bah non. De Diderot, je ne sais pas. Diderot, on ne sait pas, d'accord. Non, c'est pas parce que moi, je l'avais entendu,
sais pas, on ne sait pas, moi je ne sais pas. D'accord. Je ne sais pas sur Diderot, mais Voltaire. Voltaire, c'est Mais certifié. il le dit qu'il attend l'action de la compagnie, machin et tout. Bon, la compagnie des Indes, c'était pas que l'esclavage non plus. Oui, il n'y avait donc- pas que ça, c'est vrai. Mais c'était une Mais- partie de leur activité quand même. Ah, quoi. c'était largement, Ouais. largement. Non, puis Voltaire, de toute façon, tout était bon pour gagner de l'argent. Je vois vraiment pas. Non, ce qu'il y a, c'est que concernant Voltaire, il est exact que on s'est servi pendant un temps pour le dénoncer d'une lettre dont on n'a jamais retrouvé l'original. Donc une lettre dont on n'a pas retrouvé l'original, c'est comme si elle n'existait pas. Voilà. Sauf si on peut dire que machin l'a vu, etc. Mais disons qu'il y a un historien qui a fait référence à une lettre qui n'a jamais été fichu de montrer. Et moi, la lettre en question, effectivement, je l'ai cherchée, on ne la retrouve pas. Donc on raye. Non, mais on sait très bien quand même qu'il y avait des actions dans la Compagnie des Indes, tout de même. Ouais. D'autre part, alors, qui est-ce qui a organisé ça? Je crois que c'était le Portugal, l'Espagne et puis la France aussi. Quand on a envoyé des vaisseaux, non, je crois que c'est l'Espagne et le Portugal, pour aller massacrer les jésuites qui protégeaient les Indiens Guarani, là. Ouais. Tous les bateaux étaient armés par des actionnaires. Voltaire, il a dit, moi j'ai armé un bateau pour chasser les jésuites. Il donne même le nom du bateau. Ah, bah, on va aller massacrer les jésuites, ça doit être bon pour les Lumières, ça, non? Je suppose. Il y a une opposition antinomique un peu, donc les Lumières et l'Église. Ah bah ça c'est clair. C'est clair. Non mais les Lumières c'est la raison et l'Église c'est la superstition. C'est la superstition. Les Lumières c'est la raison, l'intelligence et le progrès. L'Église c'est l'obscurantisme, la superstition et le fanatisme quoi, en gros. Hein. Et on nous a vendu ça, enfin moi on m'a vendu ça quand Ah ouais. j'étais petite. Bah, parce que vous Et avez... franchement, j'ai Ouais. une autre vision des choses maintenant, c'est plus du tout la même. Mais moi, j'ai vraiment fait mes recherches avec cette vision-là. Moi, j'ai été formée à l'école de la République, donc tout ça, je l'ai acquise depuis très jeune. J'allais au catéchisme en même temps. Mais au catéchisme, on ne parlait pas de ça. Au catéchisme, on nous parlait de Dieu, on nous parlait des valeurs, on nous parlait de... Mais on ne parlait pas d'histoire. Donc j'ai cette double formation de dire que l'Église elle défend le bien et que de l'autre côté à l'école elle défend le bien en théorie, mais là, toutes les horreurs qu'elle a faites. Tous les crimes de l'Église, j'ai toujours entendu parler de ça. Puis quand j'ai commencé à les chercher très précisément, je continue de chercher les crimes de l'Église de l'époque. Je continue de chercher. Donc les horribles prêtres, la gabelle, tout ça, parce que c'est comme ça qu'on nous présente un peu les Enfin, choses. la gabelle c'est autre chose, c'est un impôt. C'est un impôt, oui, mais C'est un impôt. on nous dit que l'Église aussi, alors non, c'était la dîme, Non. c'était Bah, quoi l'impôt de l'Église? Bah, l'impôt de l'Église, non mais alors bien sûr, bah, l'Église elle percevait un impôt, mais l'Église elle fonctionnait comment? Elle fonctionnait parce qu'elle percevait la dîme. Ah, la dîme, voilà. Bah et alors? Bah non, mais on nous a présenté ça comme des méchants, Ah bah, bien sûr, absolument. d'horribles, qui allaient C'est-à-dire- chercher la dîme, tu voulais pas payer, on te fouettait, enfin bon, ça... Bah voyons. Bah, voyons. Essaye de ne pas payer tes impôts aujourd'hui. Oui, c'est pire que le Vas-y, fouet. hein. essaye de ne pas payer tes impôts. Non, la dîme était l'impôt que percevait l'Église pour fonctionner. Mais ça faisait de l'Église une autorité indépendante. À partir du moment où on a supprimé la dîme, l'Église, soit elle disparaît, soit elle est subventionnée par l'impôt. À partir du moment où elle est payée par l'impôt, eh ben, c'est l'État qui la contrôle. Donc la séparation de l'Église et de l'État, ça passe par la dîme. Sinon, c'est la suggestion de l'un ou l'autre, de l'un sur l'autre. Donc en fait, les biens de l'Église sont les biens que la population lui donne. Ouais. Et quand on a, à la Révolution, nationalisé, je mets des guillemets, les biens de l'Église, en fait on les a privatisés, on a dépossédé le peuple français de tout ce qu'il avait contribué à construire. Tous les biens de l'Église appartenaient au peuple français qui les avait financés. Ça a été privatisé, ça n'a pas été nationalisé. Est-ce qu'on nous a présenté ça comme, justement, c'est la libération, on vous donne... Bah t'as raison. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Ça a été la privatisation des biens de l'Église, et les biens de l'Église appartenaient aux gens qui l'avaient financé, c'est-à-dire c'est le peuple français. L'Église était complètement autonome grâce à la dîme, et à partir du moment, bon, il y a eu la guerre civile, et puis après c'est Napoléon qui a signé le Concordat. Le Concordat Le fameux concordat. le fameux Concordat que Napoléon a signé avec le pape consistait à dire que l'Église serait désormais soumise à l'État. À l'État. Et c'est l'État devait nommer les prêtres, c'était ça dans le En tout concordat? cas, l'État les payait. Les payait, voilà. Ben, les payait. C'était des salariés, ça devenait des fonctionnaires, tout simplement, en fait, c'est ça. Exactement. Donc qui c'est qui commande? C'est bien sûr qui paye. Toute l'Église
réactionnaire suppôt des riches du 19e siècle, c'est dans le Concordat, puisque c'est le pouvoir qui les nomme et qui les finance. Mais avant la Révolution, ce n'était pas le cas, puisqu'il y avait la dîme. L'Église, elle était indépendante avant. Mais c'est pas parce qu'elle était indépendante qu'elle était toute puissante. Hein. Parce que ça, Mais elle était indépendante. Elle était indépendante, ouais. Donc, la séparation de l'Église et de l'État de 1905, c'est la fin d'un concordat de 100 ans, et pas de 15 ou 20 siècles de... C'est la fin du concordat. Alors, je ne l'ai pas étudié de près, le concordat. Hein. Moi, l'histoire du 19e siècle, je suis lamentable. En 19e siècle, je suis nul. En 20e, ça ne vaut pas beaucoup plus. Je suis quand même carrément meilleur sur le 18e. Et clairement, la séparation de l'Église et de l'État de 1905, c'est simplement la fin du concordat. La fin du concordat. Concordat, d'ailleurs, qui est encore en vigueur en Alsace. En Alsace-Moselle. En Alsace-Moselle. Voilà, hein, voilà. parce que, alors, je ne dis pas que le concordat était tout mauvais. Hein, j'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que le Concordat a mis fin à la guerre civile, puisque le peuple de France était quand même catholique et royaliste, hein, jusqu'à plus ample informé. Alors il paraît qu'il a fait la révolution, moi je veux bien, mais à quel moment a-t-on demandé au peuple français si vous voulez qu'on coupe la petite du roi et si vous voulez qu'on rentre en République? On va me dire à quel moment il a été consulté. Hein, moi je cherche encore. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y avait des révoltes partout, et des révoltes notamment catholiques. Donc le peuple français n'a pas demandé à ce qu'on lui exproprie son église de cette manière-là, mais à partir du moment où c'était fait, on peut dire que le concordat a apaisé, disons, la querelle religieuse, c'est-à-dire que ça a apaisé la guerre civile et les choses sont rentrées, on ne peut pas dire dans l'ordre, mais en tout cas se sont apaisées. Bon. Mais c'est quand même bien la fin de l'indépendance de l'église. L'église, à partir de 1789, a perdu son autonomie. D'accord. C'est devenu une église soumise donc une église concordataire. Alors avec le concordat a été signé parce que c'était un moindre mal. Voilà. Ils ont accepté ça en dépit d'eux, quoi. Un peu. Voilà, c'est l'acceptation du moindre mal. D'accord. Voilà. Alors l'église toute puissante avant la Révolution, je me marre. Je me marre. Ouais, parce que ça, c'est l'image qu'on nous donne à chaque fois. Les méchants prêtres et le méchant... On va faire une petite pause parce que c'est l'heure. On répondra à vos questions parce qu'il y en a beaucoup qui me disent, je sais, oui, les questions, Patrick, il pose pas de questions et tout. Je vais poser les questions, les gars. Patrick, il pose pas de questions. Ouais. Non, c'est-à-dire que là, on avait décidé, de toute façon, dans cette première partie de présenter, j'ai pris en compte, j'ai vu toutes vos questions. Il y a pas mal de questions. On nous demande sur les jansénistes, on nous demande d'expliquer voilà, plusieurs choses. J'ai vu la question de Pirates du Bitume. Pirates du Bitume. Donc je poserai toutes les questions après. De toute façon, c'est une émission spéciale. On est là jusqu'à minuit. Donc donc on fait une petite pause et puis on revient juste après. Et puis justement, on répondra aussi aux questions. À vous, la régie. Voilà, de retour donc sur la libre antenne, toujours avec Marion Sigaud. Rebonsoir. Rebonsoir. Hein. Alors, il y a eu énormément de questions, hein, comme d'habitude. Alors, voilà, il y a une question de Pirate du Bitume, par exemple. Bonsoir, Pirate du Bitume. Alors, Pirate du Bitume, il nous dit, une question qui nous dit volontairement un peu hors sujet. Il dit, bonsoir Madame Sigaud, merci pour votre travail. Il y a un mois, vous deviez faire une conférence avec un imam qui s'appelle Iqiyoussen Hassan. Ce dernier a désisté et a été remplacé par un imam chiite. Ma question, la conférence a-t-elle eu lieu et quel retour pouvez-vous en donner? Ah oui, la conférence a eu lieu, tout à fait. Et pourquoi l'imam s'est désisté aussi? Ah, c'est pas moi qui peux répondre. Ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Non, ça vraiment, là, je peux pas répondre à cette question-là. Vraiment, si je savais, je le dirais. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, ça s'est très bien passé. D'ailleurs, ça va être mis en ligne. Hein, ça va être mis en ligne. Oui, tout à fait. C'était une conférence à Nantes. Il y avait le matin mon intervention avec cet imam et l'après-midi, il y avait Alain Soral et Mathias Cardel. Donc vous allez bientôt la voir. Hein, vous allez bientôt la voir. Ça va arriver. Moi, j'ai parlé de... C'était sur les laïcs contre la religion, en fait. Hein, les attaques des laïcards contre la religion. Moi, j'ai donné mon point de vue d'historienne sur une affaire qui s'appelle l'affaire du Chevalier de la Barre. Qui est une affaire scandaleuse du XVIIIe siècle qu'on a attribuée à l'Église, comme d'habitude. Tous les grands crimes sérieux
Donc j'ai remis les choses à l'endroit, et il y a ce jeune homme qui a parlé des attaques contre l'islam, et il a donné le point de vue des... Mais alors là, vraiment, les raisons du désistement de l'autre, je n'ai aucune idée, mais ça va bientôt arriver sous forme de vidéo. Vous pensez bien qu'Alain Soral était là, on va pas laisser passer ça à la parade. Bon, bah voilà la réponse, pirate du bitume. Alors, il y a beaucoup de gens qui nous demandent aussi, c'est quoi exactement le jansénisme, hein, la définition, parce qu'ils sont pas d'accord en plus entre eux, apparemment, sur la définition à donner au jansénisme. Ah bon, qu'est-ce qu'ils disent alors? Alors, j'ai lu qu'il y en a qui me disent que le jansénisme est un mouvement religieux qui se faisait passer, alors je me rappelle plus pourquoi, mais pour autre chose que ce qu'il était, apparemment. Quoi. Non, c'était tout à fait un mouvement religieux. Non, ça vient de Jansen, Cornelius Jansen. C'était un évêque belge, Ypres, qui avait une vision de ce que devait être la politique et la religion, et il a eu des adeptes. Et c'était à l'époque de Louis XIII. Et il y a eu alors je dis une secte, mais c'est comme ça qu'on disait à l'époque. Voilà, ça n'a pas l'acception tout à fait spécial qu'a le mot secte aujourd'hui, où on imagine des gens complètement fermés avec un gourou et tout. Mais disons que c'était, dans l'acception de l'époque, une secte catholique qui avait comme caractéristique d'être catholique, c'est-à-dire de se revendiquer comme n'ayant pas rompu avec Rome, mais qui professait une théologie très très proche du protestantisme. Très proche du protestantisme, dans ce sens que il croyait à l'élection divine, et ce qui est une façon de récuser la liberté humaine, telle que la concevait l'Église catholique. C'est-à-dire que, pour le dogme catholique, orthodoxe entre guillemets, l'homme est libre de faire ou de ne pas faire le bien. C'est-à-dire que tous les hommes sont égaux devant, alors à la fois libres et égaux, hein, on croit que ce sont des valeurs maçonniques, ce sont avant tout des valeurs catholiques à l'origine, les hommes sont libres de faire ou de ne pas faire le bien, et égaux face à leur destinée. C'est-à-dire que il n'y a pas dans le dogme catholique les élus et les autres. Jésus-Christ est mort pour racheter tous les hommes qui sont égaux devant Dieu. Or, pour le protestantisme et pour le jansénisme, Dieu élit les uns et pas les autres. Voilà. Il y a des gens qui auront une décision parce que Dieu les a décidés. Ce qui est une négation de la liberté humaine et de l'égalité de tous devant Dieu. Voilà. Donc ça c'est là. Alors c'est schématique, c'est presque caricatural, mais c'est quand même dans les grandes lignes le propre de la querelle. La querelle, c'est la grâce. Est-ce que Dieu donne la grâce à tout le monde ou est-ce que Dieu donne la grâce à certains? Voilà. Et pendant des dizaines d'années, les gens se sont écharpés sur le problème. On peut croire que ce sont des querelles ridicules, mais en fait, ce sont des querelles qui ne sont pas ridicules du tout, c'est-à-dire que ce sont des querelles qui vont déterminer est-ce que les hommes sont égaux, est-ce qu'ils ont droit à la même dignité, et est-ce qu'on va faire le bien pour tout le monde, ou est-ce qu'on va faire le bien simplement pour certains et pas pour d'autres. Voilà. Et au Royaume de France, la morale dominante, la morale du peuple et la morale telle que professée par l'Église et retenue par le peuple de France, c'est que les hommes sont égaux devant Dieu et ils ne sont pas déterminés à la naissance à devenir ceci ou cela. Les jansénistes étaient des gens qui ne pensaient pas comme ça. Voilà. Donc c'est profondément catholique finalement cette valeur d'égalité alors aussi. Parce que les Français sont très attachés à l'égalité. Les Français sont très catholiques. Je pense que la France est catholique même quand elle ne le sait pas. Oui, la notion d'égalité devant Dieu, c'est très profondément ancré dans la mentalité française. Mais c'est une valeur catholique. C'est pour ça que je discutais tout à l'heure avec les gens de la régie. Là. Je leur disais liberté, égalité, fraternité, c'est un slogan maçonnique et républicain, mais ce sont des valeurs catholiques, depuis toujours. Depuis toujours. Les hommes sont libres de faire ou de ne pas faire le bien. D'ailleurs, moi je me souviens, quand j'étais petite, je me souviens très bien les règles de morale que j'ai apprises, c'est si tu veux, tu peux, tu as le choix, c'est toi qui décides. J'ai été élevé là-dedans. Je peux pas le quoi, mais si tu peux. Si tu peux, tu décides, c'est toi qui décides. C'est-à-dire qu'on est libre de faire ou de ne pas faire le bien. Dans le catholicisme, on n'est pas libre de décider ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. C'est le dogme qui le décide. Ça, on n'est pas libre par rapport au dogme. Mais une fois le dogme établi, et le dogme est établi par l'Église en tant qu'elle-même, une fois le dogme établi, l'homme n'est pas déterminé à le faire ou à ne pas le faire. Il aura le choix. Alors que chez les protestants et chez les jansénistes, hein, puisqu'ils se rejoignent sur ce problème de la grâce, c'est l'inverse. C'est-à-dire que l'homme est absolument déterminé à la naissance, il a été élu ou il n'a pas été élu, il a reçu la grâce ou il n'a pas reçu,
Et une fois qu'il a la grâce, il écoute en lui-même et il va trouver ce qui est bien. C'est exactement l'inverse. D'accord. C'est exactement l'inverse. Ouais. Et le modèle de société que cela donne change tout. C'est-à-dire qu'au niveau des lois qui vont être édictées, au niveau de la façon de faire avec les pauvres, tout change, tout change. Et c'est intéressant ce que tu dis, les Français sont très attachés à ça. Je pense que la France est un pays profondément catholique, même quand elle ne le revendique pas et même quand elle ne le sait pas. Voilà, c'est ça, c'est un peu... Même quand elle ne le sait pas. On a l'impression que ces valeurs qui ont été amenées, qu'on nous dit que c'est la Révolution française qui les a ramenées. Ah, c'est pas du tout, c'est pas Ouais, du tout. là, ce que je comprends, c'est que c'est plus profond que ça. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus profond que ça. Et d'ailleurs, moi qui ai professé un anticléricalisme de circonstances pendant très longtemps, je veux dire, j'étais dans un environnement où, quand j'étais petite, je croyais que l'Église avait toutes les qualités, puis après j'ai appris, j'étais appris à l'école tous les crimes de l'Église et tout, donc je me suis remise à leur droit en disant non, tout ça c'est pas bien et tout, puis un jour j'ai découvert que c'était des mensonges. Et ben hop, je suis retombée sur mes pieds, d'où j'avais trébuché, je suis retombée sur mes pieds, j'ai dit mais c'est vrai que fondamentalement, c'est la mentalité de notre pays. Mais depuis toujours, pas depuis 1789, qu'est-ce qu'on raconte? Depuis toujours. Depuis toujours. Depuis toujours. La France est comme ça. La France est comme ça. La France est viscéralement attachée à l'idée que les hommes ont tous le même... Même des gens qui ne croient pas en Dieu, moi je discutais avec quelqu'un que j'aime beaucoup là récemment, on parlait précisément de la liberté humaine. Ou de l'égalité. Voilà, on parlait de l'égalité, à propos de la fameuse égalité, l'égalité des hommes et des femmes. Bon, j'ai dit, mais les hommes et les femmes sont égaux devant Dieu, ils n'ont pas besoin de l'être devant la loi. Je veux dire, un homme n'a pas besoin d'avoir le droit ou pas le droit d'avorter, c'est complètement aberrant. Donc on n'a pas à avoir une... Par contre, égaux devant Dieu, ça a une signification. Un enfant n'est pas l'égal de son père au regard de la loi. Par contre, il est égal devant Dieu. Mais quand on ne croit pas en Dieu, j'ai dit, quand on ne croit pas en Dieu, on trouve autre chose. Mais enfin, en attendant, c'est égaux devant Dieu qui a du sens. Ça peut être égaux devant quoi d'autre? S'il n'y a pas de Dieu, c'est quoi? Non, on n'est pas égaux devant la loi, ça c'est pas vrai. Le bébé qui vient de naître, il n'a pas les mêmes droits que son père. C'est clair. Par contre, il est égal devant Dieu. Devant Dieu, il a la même dignité, il a la même... égaux devant Dieu. Je veux bien, moi je ne suis pas obtus, je veux bien qu'on trouve autre chose d'aussi universel. J'attends, vraiment, je veux bien. Non mais honnêtement. Voilà. Donc pour les jansénistes, ça n'est pas ça. On n'est pas égaux devant Dieu. Il y a des jansénistes qui ont dit... Alors en plus de ça, les jansénistes étaient des gens qui prônaient un renoncement au plaisir du monde, qui était vraiment franchement dégueulasse. Oh, moi j'ai horreur de ça. Et j'ai l'impression quand même, quand je pense à ma chère grand-mère que j'adorais, qui était une bonne catholique, elle, je pense qu'elle avait conservé dans la famille des relents de jansénisme. Elle avait la religion triste, quoi. Elle avait toujours se prier de quelque chose. Mais c'est pas une valeur catholique en tant qu'elle-même, ça c'est pas vrai. Le renoncement au plaisir du monde, c'est une déviation. Une déviation. D'ailleurs, dans la grande querelle qui a opposé les jansénistes avec les jésuites, tout ce que reprochait, enfin c'est pas tout, mais le principal grief que les jansénistes reprochaient aux jésuites, c'était d'être indulgents avec les pécheurs. Alors qu'on a des jésuites exactement l'image inverse, qu'ils étaient extrêmement rigoureux. Ah bah on a l'impression que les jésuites sont austères, alors ils l'étaient pour eux-mêmes, En plus, ils étaient au niveau de leur collège extrêmement durs avec leurs élèves. Mais ils en faisaient des... Alors, ils ne sélectionnaient pas des élites, mais ils en fabriquaient. Hein? C'est-à-dire qu'ils ont fabriqué l'élite du pays. Mais ce n'est pas la même chose que de sélectionner une élite. C'est-à-dire qu'on n'est pas élu à la naissance, mais quand on est passé chez les jésuites, on sait tout faire. On devient une élite. On devient une élite. Bon. Et la fabrication d'élites, ça passait par discipline de fer. C'était... Je pense que ça ne devait pas être rigolo tous les jours. Mais ça a formé les plus grands esprits. Hein. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup étonné. Alors je termine, ils étaient indulgents avec les pécheurs. Oui, alors. Non, mais c'est pour nous dire, parce qu'il y a quelque chose qui est quand même étonnant, c'est qu'on nous fait croire aussi que avant, on va dire, la Révolution française, les gens n'étaient pas éduqués, etc. Alors que... Bah voyons. Qui c'est qui lisait Voltaire alors? Bah voilà, c'est ça. On a l'impression que c'est une petite élite, ils étaient quelques-uns à savoir lire et quelques-uns... voyons. Et moi, j'apprends que... toi, tu me dis, mais non, pas du tout. L'Église s'occupait de l'éducation. Bah, les écoles, elles étaient tenues par les curés. Ouais. Les curés, apparemment, tout le monde allait à l'école. Il y avait pas... C'était pas... Enfin, tout le monde, en gros. Tout le monde pouvait y aller. Tout le monde n'était pas obligé. L'école n'était pas obligatoire. Envoyer ses enfants à l'école n'était pas obligatoire. Ouvrir une école par paroisse était obligatoire. Toute paroisse devait avoir son maître d'école.
C'était obligatoire. Maintenant, les enfants n'étaient pas obligés d'aller à l'école, mais les parents, ils étaient bien contents d'envoyer leurs enfants à l'école. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, donc il y avait... non, parce qu'on nous fait croire à un monde où il n'y avait pas d'école, en fait. Il n'y avait pas d'école, les gens marchaient à quatre pattes, ils recevaient des coups sur la tête toute la journée, mais c'est n'importe quoi. Non, mais t'as déjà vu regarde une ville, n'importe laquelle. Tu prends n'importe quelle ville. Bon, Paris, c'est notamment, mais tu prends une petite ville. Tu regardes l'extérieur, les faubourgs, les machins, les autoroutes, les trucs, c'est moche, c'est moche. Puis tu te rapproches, puis tu vas voir des trucs un peu moins moches, et puis tu arrives au cœur, et puis c'est la beauté absolue, bah, c'est l'ancien temps. C'est l'ancien temps, regarde, regarde. Oui, c'est clair. Et d'ailleurs, où sont maintenant les loyers les plus chers? C'est le cœur des villes, c'est là où il y a de l'ancien, c'est là où c'est beau, c'est là. Bah, si c'était des abrutis qui ont fabriqué ça, c'est quoi? C'est quoi? Je parle même pas que des églises, parce qu'on a l'habitude de dire, regarde les églises, les cathédrales, comme c'était beau, c'est exact, mais il faut regarder également les rues, il faut regarder les maisons, il faut regarder les jardins, il faut regarder tout ça, c'était magnifique. La France était magnifique, c'était fait par des hordes d'esclaves croulant sous les coups, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça n'a pas de sens. Nos aïeux étaient bien plus malins qu'on imagine. Oui, parce qu'on a l'impression qu'ils étaient dans le noir, un peu incultes, tous analphabètes. C'est ce que je disais tout à l'heure, on n'a pas d'image du peuple. Non, on n'a pas d'image. On n'a pas d'image du peuple, on ne les entend pas. Et alors il y a un souci quand même, c'est que le peuple, il y avait beaucoup de mémorialistes au XVIIIe siècle, hein, c'est-à-dire des gens qui écrivaient leurs mémoires et puis après on les retrouve. Et ces mémorialistes, c'est des gens qui avaient le loisir d'être mémorialistes, c'est-à-dire que c'est pas a priori un charron, un bûcheron, un mercier, il ne va pas écrire son journal simplement parce qu'il n'a pas le temps, il n'en a pas le loisir. Hein. Écrire, ça demande quand même d'avoir j'en sais quelque chose, hein. Pour écrire il faut avoir le temps de le faire. Bon. Donc le peuple n'écrivait pas. Donc comment peut-on savoir ce qu'il pense? Il y a des tas de moyens de savoir ce qu'il pense, parce qu'il y a des tas d'écrits concernant le peuple, mais les meilleurs écrits, les écrits les plus parlants, les plus précis, c'est quand il y a un procès, c'est-à-dire quand les emmerdements commencent. C'est-à-dire que le peuple, on a sa parole, quand on a son témoignage en justice, quand on a sa déposition en justice, et tous ces trucs-là, ce sont des sources énormes. Alors, il n'y a pas que ça, mais ça, c'est les sources les plus précises, c'est-à-dire qu'on commence à connaître le peuple au moment où les emmerdements commencent. Mais alors là, on trouve des trucs, moi j'adore les dossiers judiciaires, parce que la justice, quand elle voulait avoir les détails sur quelque chose, elle faisait défiler des dizaines et des dizaines de témoins, et puis dont on va savoir comment ils étaient habillés, ce qu'ils ont mangé à midi. C'est là que tous les détails apparaissent, toute la vie de nos aïeux apparaît. Et on va pas, faut aller chercher ça aux archives, faut fouiller, c'est le travail de l'historien. Et c'est moi ce que j'adore faire. Moi j'ai quand même étudié, chaque dossier judiciaire que j'en ai étudié 3 essentiellement, mais des gros qui font des centaines de pages. J'en ai étudié un en 1750, j'en ai étudié un en 1757, j'en ai étudié un, et j'en ai étudié un en 1792. Ah, puis non, j'en ai un autre aussi en 1775, donc j'en ai plus que ça, j'en ai 4. À chaque fois, c'est un régal. À chaque fois, c'est un régal, d'abord de voir que les gens avaient des noms et des prénoms qui ressemblent beaucoup aux nôtres. Hein. Moi, je découvre dans toutes les listes de gens qui déposent, des Jean-Pierre, des Dominique, des Monique, des Marie, des Paul, Pierre, François, Jean-Jacques. C'est comme nous, quoi. C'est comme nous. C'est rigolo parce qu'on peut presque croire qu'il y a 200 ans d'écart au niveau des prénoms, parce que les prénoms, ça change. Hein. Il y a des vagues. Et les prénoms de ma jeunesse à moi, qui suis né dans les années 50, qui suis né en 1950, donc les prénoms de 1950, quand je les regarde en 1750, 2 ans avant, c'est les mêmes. Alors qu'après, on a eu des Théodose, des Anatole, des trucs qui ne sont pas les prénoms de 1750. Et de 1750 à 1950, pour ces 2 périodes-là, je peux dire que les prénoms sont très semblables. Donc, dans un document comme ça judiciaire, on va avoir le nom, on va avoir le prénom, on va avoir la profession, et puis on va entendre les gens s'exprimer. On va entendre s'exprimer. Pourquoi vous avez fait ça? Ah bah parce qu'il m'avait dit ça, et puis moi j'ai pensé... Et puis les gens s'expriment, et puis on voit qu'ils réagissent exactement comme on réagirait nous. Et c'est fabuleux, moi, de voir émerger la vie quotidienne des gens. Oh là là, j'ai fait un truc, c'était extraordinaire, à propos d'une émeute qui a eu lieu à Étampes pendant la Révolution française, en 1792. Oh, j'ai vu apparaître une révolte de braves gens, un truc, mais c'est absolument génial. Une journée, ça commence à 5 h du matin et ça se termine vers 7-8 h du soir. Là. Et il y a des centaines de témoignages, on a tous les détails, c'est fabuleux. J'aimerais pouvoir faire un film sur des trucs comme ça.
Mais là, j'ai été obligé d'abandonner provisoirement, hein, disons, de laisser de côté cette truc-là, parce que je suis en train d'écrire sur Voltaire, là. Je suis en train de faire un truc sur Voltaire, donc j'ai un peu laissé tomber mon émeute de 1792. Mais enfin, tout ce que j'ai découvert sur Damien et tout ce que j'ai découvert sur les émeutes des enlèvements d'enfants, j'ai vu surgir le peuple français de tous ces témoignages. Et c'est là qu'on voit que toute l'image que moi j'ai vue et que j'ai découvert, que toute l'image qu'on nous donne de nos aïeux abrutis, c'est de la malveillance des gens qui nous ont écrit l'histoire et qui ont voulu dire du mal de l'Ancien Régime pour justifier de l'avoir renversé, tout simplement. Tout simplement, quand on veut noyer son chien, on dit qu'il a la rage. Voilà. Et quand on veut justifier d'avoir renversé l'Ancien Régime, on dit c'était l'horreur. C'était l'horreur, mais tu parles. Alors les gens, oui, les gens allaient à l'école, mais bah oui, il y avait également des journaux à l'époque. Bon, s'il y avait des journaux, il y avait des gens pour les lire. Il y avait des gens pour les lire. Il y avait des gens pour les écrire aussi. Damien, par exemple, il lisait le journal tous les jours. Voilà, donc un domestique savait lire, non, parce que... Bah absolument, un domestique savait lire. Parce que l'image qu'on a, c'est qu'on se dit, voilà, un domestique, il savait pas lire, quoi. Ah ouais, non, mais c'était un abruti, et puis il prenait des coups tous les jours. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. C'est vraiment tout un tas de... La France est un état de droit. La France est un état de droit. Tiens, je vais te donner un exemple. J'ai découvert que pendant la Révolution française, c'était au début de la République, hein, fin 1792, hein, la République c'est septembre, fin 1792, juste avant... Non, début 1793, voilà. Début 1793, pendant le mois de janvier, ont été inaugurées à Paris des visites domiciliaires. C'est-à-dire que la police rentrait chez les gens pour chercher les suspects. Ça s'était jamais fait. Le roi de France n'a jamais violé impunément le domicile des gens. Fallait un mandat, ça ne se faisait pas. La Révolution a inauguré des façons de faire qui n'avaient jamais eu cours. Rentrer chez les gens comme ça. Mais allons bon. D'ailleurs aujourd'hui de nouveau, si pour que la police rentre chez toi, il faut qu'elle ait un mandat de justice. Sous les rois, c'était ça. Ah, c'est une révolution, machin, hop, on rentre, on fouille. On cherche. Non, mais attends, mais ça n'existait pas avant ça. Parce qu'en plus, même... Les gens étaient indignés pendant la Révolution. Qu'est-ce que c'est que ces mœurs? Jamais le roi aurait fait ça. Le roi, vous avez dit? Quoi donc? Vous êtes royaliste? Oui, parce que ça, oui, on accuse d'être royaliste dès qu'on veut défendre l'histoire un peu de France. Ouais. Mais alors moi, ça n'a pas loupé. Hein. Ah bah on dit oui. que je suis royaliste. Moi, je suis pas. Enfin, je sais pas si je suis royaliste. En tout cas, je me le revendique pas. Je me revendique pas royaliste. Moi. Ah bah moi, on m'a dit... Moi, je défends la vérité. On m'a dit Marion Sigaud, elle est catholique royaliste. Ça, alors j'aime bien qu'on me foute. Alors moi je veux bien dire que je suis catholique puisque je revendique. Mais royaliste, je me demande de quel droit est-ce qu'on me met une étiquette comme ça. Ah bah récemment je me suis fait traiter d'extrême droite là. Ça y est, c'est nouveau, ça vient de sortir. Ah bah oui, mais c'est pas aux autres de dire ce que je suis, c'est à moi. C'est moi qui me définis. Hein. C'est pas machin tartonfion qui va dire toi t'es que ci, t'es que ça. Moi je me définis. Alors catholique, oui, mais là je revendique. Je le revendique parce que c'est ma culture. Au niveau de ma foi, j'ai pas envie d'en parler, parce que la foi, ça va, ça vient, ça vacille, c'est plus une recherche qu'autre chose. Mais au niveau culturel, je me revendique catholique. Absolument, alors là, vraiment. Mais royaliste, mais de quel droit est-ce qu'on me fiche une étiquette comme ça? Moi, j'ai jamais dit une chose comme ça. Donc si je ne l'ai pas dit, personne n'a à le dire à ma place. Parce que c'est un peu peut-être parce que comme tu démontes un peu le grand roman de la Révolution française, enfin tu nous expliques, peut-être ça dérange certaines personnes, hein, autant te le dire. Non mais j'ai été la première que ça a dérangé, j'aimerais bien que les gens comprennent quand même. Parce que moi, toutes mes certitudes que j'ai eues dans ma vie, je les ai toutes perdues les unes derrière les autres. Et j'avais la foi dans la Révolution française, moi. Et ben je l'ai perdue cette fois-là. J'ai perdu cette fois-là. Maintenant, je regarde les choses de façon tout à fait différente. Mais j'ai pas changé pour autant, hein. Je suis toujours mort. Et j'aime pas qu'on me colle des étiquettes. Alors là, vraiment, il y a aucune raison. Je veux dire, je serai royaliste quand je déciderai d'œuvrer pour le retour du roi. Ça n'est pas mon propos, du tout. Maintenant, je regarde avec bienveillance des gens que j'ai rencontrés qui y croient et qui le veulent, mais c'est pas parce que je les regarde avec bienveillance et que je vais participer à leur combat. J'aime bien déjeuner avec eux de temps en temps parce qu'ils sont vraiment sympas. Et c'est vrai qu'en plus de ça, s'ils m'ont sollicité pour venir les rencontrer et pour parler au milieu d'eux, c'est qu'ils ont compris que j'avais de la bienveillance à leur égard. Mais c'est pas une raison pour me coller une étiquette là-dessus. Je n'œuvre pas pour le retour du roi. Voilà. Alors que eux, oui. Alors on me dit, bonsoir Marion, quel est votre avis sur les supposés liens entre les Lumières, les révolutions qui ont précédé et le mouvement kabbaliste franquiste, comme le suggère Cholem
Alors le nom c'est Cholem et Charles Novak, deux historiens spécialistes de la Kabbale. Je sais pas si... Alors j'ai lu Charles Novak, j'ai pas lu l'autre, je l'ai, Gershom Scholem, j'ai pas lu. J'ai lu Charles Novak, j'ai été absolument suffoqué de ce que j'ai lu. J'ai commencé à lire aussi un peu Barbel sur le complot maçonnique. Je peux pas rentrer là-dedans. Je peux pas rentrer là-dedans, c'est-à-dire que j'écoute ça avec stupéfaction et beaucoup d'inquiétude, mais je n'ai pas les outils pour rentrer là-dedans. Voilà. J'essaie d'être intellectuellement le plus honnête possible et à pas donner d'avis là où je peux pas étayer ce que je vais raconter. Donc c'est très troublant. C'est très troublant. Vraiment, le complot, machin chouette, là, c'est effroyable. Je ne l'exclus pas, mais je cautionne pas non plus. Ni dans un sens, ni dans un autre. Je n'ai pas assez de connaissances là-dessus pour donner un avis. Le seul avis que je puisse donner, c'est que c'est sidérant, quoi. C'est sidérant. Charles Novak, c'est sidérant. C'est même effrayant, quoi. C'est même effrayant d'imaginer comme ça qu'il y a des gens qui ont décidé de rentrer absolument partout. Bon, puis ça implique également la franc-maçonnerie. Hein. La franc-maçonnerie, on la croise. Je la croise sans arrêt dans mes recherches. Mais tant que j'ai pas pu avoir accès moi-même à des dossiers directement et à pouvoir mettre le nez dedans, j'ai essayé à la Bibliothèque nationale. Là, j'ai vu comment on me répondait. Bon, j'aurais pas accès à ces dossiers-là, donc je ne mettrai pas le nez dedans, donc je laisse ça à d'autres. C'est un peu par modestie que je dis ça. C'est un peu par modestie. Parce que donc on peut pas, parce que c'est très dur d'établir le lien. Je ne l'exclus pas, voilà. Mais je ne peux pas dire oui, c'est vrai. Voilà. Mais je ne l'exclus pas. Je laisse à d'autres le soin de le démontrer ou de l'affirmer, quoi. De l'affirmer ou de le confirmer. D'accord, on nous dit alors... que pense Marion Sigaud de Rousseau et Robespierre, qui est pour certains, qui n'est pas pour certains le tyran qu'on croit. Enfin, c'est vrai que Robespierre, on l'affume comme ça d'une étiquette de coupeur de tête, alors que quand on s'y intéresse, on voit quand même que Robespierre, il avait des idées assez démocratiques. Alors, pas du tout. Attends, je l'adore, moi. Il a des idées vachement démocratiques. Il a des idées vachement démocratiques. Quand on lui a demandé il a voté la mort du roi, et quand le roi a demandé de faire l'appel au peuple, il a dit non, pour autant que je sache. Robespierre ? Ouais. Il a refusé l'appel du peuple. Alors le peuple, il n'a pas le droit. Le peuple, il était royaliste, on lui coupe la tête de son roi, il n'a pas le droit de dire qu'il n'est pas d'accord. Mais c'est-à-dire qu'on ne lui a pas demandé au peuple s'il était républicain ou pas. Moi, pour autant que j'ai compris, le peuple, il n'a pas demandé la République. Le peuple, il n'a pas demandé la République, le peuple, il n'a pas demandé une monarchie constitutionnelle, le peuple, il n'a pas demandé tout ce qu'on lui a imposé. Alors il y a des gens qui parlent au nom du peuple, Robespierre, il parle bien du peuple, mais quand le peuple dit quelque chose, par exemple en Vendée, le peuple il s'est soulevé, il voulait son roi, il voulait ça, qu'est-ce qu'on en a fait? Alors il paraît que c'est Robespierre qui a signé les trucs, il paraît que c'est pas Robespierre qui a signé les trucs, bon admettons qu'il n'ait pas signé. À quel moment il s'est soulevé en disant arrêtez le massacre, c'est le gens ont bien le droit quand même d'exprimer ce qu'ils pensent? À quel moment on l'a entendu demander qu'on arrête le massacre? Je veux dire, la République est responsable du premier génocide de notre histoire. Et dire le contraire, c'est faire du négationnisme. Ça s'appelle de la négation de crimes contre l'humanité, si c'est comme ça que ça s'appelle, il me semble. Mais ces Vendéens, est-ce qu'ils étaient, on pourrait considérer d'un point de vue qui serait un peu plus actuel, mais que c'était un peu des collabos? Est-ce qu'ils n'avaient pas passé des pactes avec les puissances étrangères? Et ce sont des gens qui se sont révoltés pour conserver leur mode de vie. Ah, donc ça, c'est une invention de la République, cette histoire qu'ils ont passé des pactes avec le duc de Brunswick? La République, c'est quand on est venu les battre pour les exterminer, ils ont demandé de l'aide à l'extérieur, mais c'est pas ça que je parle. D'accord. Ce sont des gens qui ont voulu conserver leur mode de vie. On leur a imposé une République qu'ils n'ont pas voulu. On leur a imposé une levée générale qu'ils n'ont pas voulu, on leur a imposé une bourgeoisie qu'ils n'ont pas demandé, et on a voulu leur supprimer leurs prêtres, en qui ils avaient confiance, pour les remplacer par des espèces de purés jureurs qui avaient juré. Vous savez ce que c'était un prêtre jureur? C'était un prêtre qui avait juré de défendre la Constitution. Et la Constitution instaurait la libre circulation des grains, c'est-à-dire le libéralisme économique. La Constitution, la première, elle a constitutionnalisé le libéralisme économique et on demandait aux curés de jurer ça. On a demandé aux curés de jurer qu'ils allaient défendre ça. Alors que l'essence même du royaume de France, c'est de dire que les gens sont égaux devant les subsistances et qu'on n'a pas le droit de marchandiser le pain du peuple.
Mais c'est ça la Révolution française. On a marchandisé le pain du peuple et on a constitutionnalisé la marchandisation et on demande aux curés de jurer qu'ils sont d'accord avec ça et on massacre ceux qui ne veulent pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Vendéens? Ils ont vu arriver des gens qui sont venus arrêter leurs curés et les déporter, leur mettre des menottes et les déporter parce qu'ils ne voulaient pas jurer. Mais ils avaient raison de ne pas vouloir jurer. Et qu'est-ce que c'est le soulèvement vendéen? C'est un soulèvement populaire pour la défense d'un mode de vie. D'un mode de vie. Et un mode de vie qui leur convenait. Alors c'est quoi la démocratie? C'est quoi la démocratie exactement?